Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Santé, société et culture. Collection dirigée par Jean Nadal. Peut-on être à l'écoute de la souffrance, en comprendre les racines et y apporter des remèdes hors d'un champ culturel et linguistique, d'un imaginaire social, des mythes et des rituels? Qu'en est-il alors du concept d'inconscient? Pour répondre à ces questions, la collection Santé, société et culture propose documents, témoignages et analyses qui se veulent être au plus près de la recherche et de la confrontation interdisciplinaire. Déjà paru. Dominique Perrouot, La contenance tierce. La difficulté d'être soi dans la société d'aujourd'hui, 2010. Michel Guillinhurlin, L'image en art-thérapie et son au-delà. Les photographies comme médium relationnel, 2010. Joël Derix, Voix et estime de soi chez des enfants ayant un vécu d'abus sexuels, 2010. Renaud Gaucher, La psychologie positive. Ou l'étude du meilleur de nous-mêmes, 2010. Françoise Zanier, Éclectisme et intégration en psychothérapie. Intérêt et enjeux d'une profession, 2010. Jean-Jacques Weisbuch, Processus d'humanisation. Devenir et être adulte, 2010. Anne Blanchard-Raymond, psychiatre, plombier de l'âme, 2010. Nosrat Pesschkian, L'utilisation d'histoires orientales dans la psychothérapie positive. Le marchand et le perroquet, 2009. Marcel Mogin, Être psychothérapeute autrement. De l'écoute à la rencontre, 2009. J.C. Meyer et Monsieur HGAMBSLAUTIER, De la psychanalyse à l'autonomie, 2009. Michel Lobreau, La puissance des rêves, 2009. Pierre Dallance, Souladir. L'unité de l'éros. Regard sur l'analyse relationnelle de la vie amoureuse, 2008. Xavier Saint-Martin, L'appareil psychique dans la théorie de Freud. Essai de psychanalyse cognitive, 2007. Il fait plus clair quand quelqu'un parle. Mots d'enfant cités par Freud. Introduction à la psychanalyse. À accent grave. Maryse. PREFACE de Roger Perron. Il se trouve que j'ai développé en leur temps des travaux de recherche sur les troubles qui affectent le développement psychique de l'enfant, et sur leurs répercussions adaptatives, en particulier dans l'ordre des apprentissages scolaires. Enseignant, j'ai tenté de sensibiliser des générations de jeunes psychologues au triste sort des enfants qui parfois très tôt et malheureusement de façon souvent indélébile, sont dès lors qualifiés de mauvais élèves. Dans le prolongement de ces enseignements, j'ai été conduit à diriger le travail de thèse de psychologues scolaires qui souhaitaient mettre à l'épreuve de la recherche tel ou tel aspect de leur pratique. Parmi ceux-ci, Yves Compas, auteur du remarquable témoignage qu'on va lire, et Jean-Pierre Aublé qui y ajoute une postface symétrique de cette préface. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici réunis. Tout enseignant sait bien qu'il confie au vent de l'histoire des graines dont il espère qu'elles vont prospérer, sans que la plupart du temps il puisse en être témoin. J'ai, je crois bien, été patron de thèse d'une 50aine de psychologues. Le doctorat en poche, certains ont disparu. D'autres suivent une carrière dont j'ai occasionnellement des nouvelles, pour quelques-uns des liens ont subsisté. Deux de ces nouveaux docteurs, Yves Compas et Jean-Pierre Aublé, ont souhaité continuer notre collaboration. Cela a donné un livre en co-signature, L'enfant en difficulté, qui connaît un succès honorable, et par-delà cette publication se sont développées des années d'amitié. Une amitié tragiquement alertée lorsqu'Yves nous a appris il y a quelques mois qu'il était frappé d'une maladie très invalidante et en l'état actuel de la médecine, inguérissable. Tout au plus pouvait-on en freiner le cours. Je me souviens du jour où au téléphone, il m'a dit cela. C'était dit simplement, comme on annonce un fait majeur, sans nul besoin de surcharge émotionnelle. Il énonçait un fait, auquel il allait s'adapter. Il se proposait, m'a-t-il dit, de consacrer ses forces à survivre le mieux et le plus longtemps possible. Il a ajouté qu'il s'y aiderait d'un projet pour lequel il souhaitait mon aide, écrire les ressorts et le sens de ce combat. Entreprise auto-soignante donc, mais animée par ce qui a donné sens à toute sa vie professionnelle, pour ne parler que d'elle, aider. Comme il a aidé les enfants et les familles en difficulté pendant toute sa carrière de psychologue scolaire, aider maintenant ceux qui comme lui sont frappés par cette maladie,
aider aussi ceux qui les aident. Les aider par ce témoignage, qui montre, on le verra, comment se bat un homme véritable. Ce qu'il souhaitait, m'a-t-il dit, c'est que je lise ce témoignage au fil de sa rédaction et que j'en donne commentaire. Ainsi se retrouvait, semble-t-il, par-delà les années, quelque chose de notre relation d'autrefois. Mais bien sûr, il n'était plus question d'une relation de maître à élève, comme du temps de la thèse. Ce pouvait être, et cela a été, une relation d'amitié forte entre deux hommes victimes du temps, moi un peu plus du fait des années, lui et là du fait de la maladie. Deux mortels. Ce terme banal est ici lourd de résonance. Il m'a été d'emblée évident que j'accompagnerais ce témoignage de mon mieux. Le cheminement de cette réflexion commune est ponctué par les notes qu'on trouvera en fin de volume. Roger Perron, mars 2010, directeur de recherche honoraire au CNRS et membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris. Avant-propos. Le témoignage. Ce livre est avant tout un témoignage autobiographique. Celui d'un psychologue malade qui veut souligner l'étroitesse des liens entre le physique et le mental, le normal et le pathologique. Averti que j'étais atteint d'une maladie grave, j'ai d'emblée souhaité faire partager l'angoisse sociale de la solitude avec des pairs, qu'ils soient ou non malades. Ancien psychologue scolaire, je me suis alors rappelé une pensée d'Henri Wallon, un des plus grands médecins psychologues de l'enfance. Il affirmait que l'homme est biologiquement social. Qu'adviendrait-il donc de ce dernier lorsque, porteur de particularités physiques dégénératives, il se vit comme exclu du monde normal qui l'entoure? Une seule démarche pour se rassurer. Parler, puis voir et entendre les réactions de ses semblables qui sont brutalement différents, mais qui peuvent aussi devenir ce que l'on appelle des accompagnants. 1. Encore faut-il que cet accompagnement ne soit pas empreint uniquement de cette pitié qui occulte complètement le malade. Celui-ci n'est alors perçu que par le prisme déformant de sa maladie ou de son handicap. 2. Combien de fois n'a-t-on pas entendu en effet ces réflexions qui mettent l'accent sur les seules différences du type « Tu as vu le Mongolien ?» Perspective qui a beaucoup nui, par ailleurs, à l'intégration des personnes handicapées, le handicap étant reconnu, mais pas la personne handicapée. Quoi qu'il en soit, c'est d'abord le besoin d'assumer cette nouvelle image d'une personne très malade qui me conduit à vouloir en témoigner. Je m'interroge également, d'un point de vue plus altruiste. Dans quelle mesure le témoignage écrit d'un patient, victime d'une maladie rare, peut-il aider toutes celles ou ceux qui en sont atteints, en contribuant à la recherche de thérapies nouvelles? À ce sujet, on ne peut qu'adhérer aux propos tenus par Hippocrate, né à Cos vers 460 av. J.C., le père de la médecine qui cherche à guérir en tenant compte des connaissances héritées du passé mais aussi de celles acquises au chevet de chacun des malades. Hippocrate ajoute également que la médecine, comme l'art, est une science essentiellement humaine. Il n'est point d'amour de la médecine sans amour des hommes. Le psychologue de l'enfant, travaillant dans une perspective clinique, ne peut être qu'en accord avec cette philosophie de la vie. La maladie révèle le dysfonctionnement interne d'une structure personnelle progressivement construite. Les déterminants internes ou externes de l'équilibre psychique s'inscrivent dans une structure de personnalité avec les 3 caractères de globalité, de cohérence et de permanence. Ce que souligne R. Perron, dans La genèse de la personne 1985, en écho aux travaux menés par Freud, Wallon ou Piaget. Comprendre le fonctionnement de cette structure implique qu'on tienne compte de sa genèse. Cette démarche s'impose d'autant plus lorsqu'un bouleversement l'affectant, elle est menacée de destruction rapide. Il nous semble également intéressant de souligner les liens étroits qui existent entre l'organisation psychique et le fonctionnement physiologique normal ou pathologique. Ce dernier pouvant mettre en jeu la cohérence interne quand la permanence du sentiment de vivre devient de plus en plus fragile. Ces liens sont vraisemblablement de nature psychosomatique. Projeter les représentations et les émotions qui m'ont submergé, en les partageant avec le lecteur, c'est ainsi que je m'engage dans ce qui prend l'allure d'une thérapie mentale. Le soutien amical de Roger Perron, chercheur au CNRS et psychanalyste, m'est particulièrement précieux. Nous avons si souvent parlé ensemble d'enfants en grande souffrance, de leur difficulté de vivre ou de survivre. Le contenu de l'ouvrage que nous avons co-signé témoigne de notre engagement commun en la matière. Confère.
L'enfant en difficulté Roger Perron, Jean-Pierre Aublet, Yves Compas, Duno, 3e édition 2005. Comment appréhender ce premier bouleversement psychique? Ce désir de survivre sollicite un retour nostalgique vers le passé. Exhumer des souvenirs enfouis dans l'enfance aiderait-il à clarifier des mécanismes psychologiques utiles à la compréhension des enjeux de ce bouleversement? La dépendance et la protestation de vie. Le voyage à Bobigny. Il est 5h30 ce 8 septembre 2009 et à 73 ans, je me prépare à quitter la Chaume, où j'ai élu depuis peu domicile, en bordure de l'océan pour faire un voyage sur les traces de ma jeunesse, dans le 9A3 à Bobigny. Je vais en effet essayer de savoir concrètement si je peux encore entreprendre d'autres voyages, malgré la maladie qui vient de bouleverser ma vie. Maladie dite de Charcot, du nom du médecin, lui-même père de Jean-Baptiste, grand explorateur de l'Antarctique. Charcot, médecin bien connu et que je viens de redécouvrir à mes dépens. Le passé, le présent, l'avenir, l'imaginaire et le réel, tout se bouscule dans mon esprit. Je vais essayer de les analyser pour survivre. D'abord le présent et la réalité. Je suis blotti à l'arrière d'un VSL, véhicule sanitaire léger. Devant moi, l'ambulancière Valérie et Maryse, ma seconde épouse. Notre mariage, voici 4 ans, augurait un avenir heureux. J'évoquais alors mon dernier tour de manège avec ma danseuse étoile rencontrée sur la plage des Sables d'Olonne. Je me considérais alors invulnérable et protecteur. Assisté par la femme que j'aime et protégé par le monde médical, je suis devenu fragile comme un enfant. Un appareil électrique est posé à mes pieds. Il est branché sur l'allume, cigare de la voiture. Le masque auquel il est relié me permet de respirer normalement, afin de supporter la fatigue du trajet Les Sables-Paris. Trajet que j'accomplissais allègrement, 1 an auparavant, sans précaution particulière, au volant de ma voiture. Il est 10h30, après 5 heures de route, le passé ressurgit. Le recours à l'imaginaire s'impose. Défilent alors des scènes de la vie antérieure au séisme qui m'ébranle. Nous sommes aux 4 chemins d'Aubervilliers, la ville de cette banlieue qui a bercé mon enfance. Après la dernière guerre, toute notre famille ardennaise y trouva refuge. Au sud, Paris est la porte de la Villette. Au nord, La Courneuve et sa fête annuelle de l'humanité. À l'est, Pantin. À l'ouest, l'école Paul Bert, dans laquelle mon frère et moi avons été scolarisés et où ma mère, en 1945, était enseignante de cours préparatoires. Que de souvenirs depuis cette date. 2 symboles majeurs surgissent. Ils ont guidé mon histoire personnelle, et pendant 60 ans le choix des valeurs auxquelles je n'aurais su déroger. L'école et les enfants, à travers mes fonctions d'instituteur, d'éducateur, de professeur puis de psychologue scolaire, sont demeurés prioritaires. La pratique d'activités sportives a par ailleurs toujours été un complément idéal de mes activités intellectuelles. Elle a participé à l'équilibre de mon fonctionnement psychique. Une hypothèse s'impose alors à moi. N'est-ce pas ce surinvestissement passionnel, aussi bien physique qu'intellectuel, qui aurait créé les conditions de ma souffrance et de ma maladie actuelle? Nous en reparlerons ultérieurement. Enfin, le terme du voyage. Il est 11h. Nous arrivons à l'hôpital Avicenne de Bobigny, où j'ai si souvent accompagné des personnes souffrantes. Ne va-t-il pas devenir le lieu de ma condamnation à une résignation définitive? Je vais en effet y effectuer un test respiratoire. Sur le conseil du service de pneumologie de l'hôpital de la Salpêtrière, il s'agit d'évaluer mon aptitude à effectuer un voyage en avion. Nouvelle situation paradoxale puisque je consultais jusqu'alors ce service en tant que sportif, en pleine possession de mes moyens physiques. C'est le professeur Richalet qui nous annoncera le verdict. Notre rêve d'évasion pourra-t-il se réaliser? Nous autorisera-t-il à retourner à Djerba? Destination où nous souhaiterions tant retrouver les plaisirs amoureux, tels ceux qui ont émaillé nos 3 dernières années de bonheur. Vie heureuse trop vite interrompue par l'annonce brutale du diagnostic asséné comme un coup près. Vos cellules nerveuses motrices de la moelle dégénèrent et risquent de ne plus fonctionner à plus ou moins long terme. 13h, l'avenir et l'espoir. Après 30 minutes d'examen réalisé sous un lourd masque respiratoire hermétique, maintenu sur la bouche, le nez pincé,
le test d'hypoxie diminuant progressivement le taux d'oxygène s'avère apparemment réussi. J'entends alors ma femme crier au professeur « Alors on peut partir ?» Et les larmes lui montent aux yeux quand elle m'enlace et qu'une émotion profonde m'envahit. La vie et l'amour ne sont peut-être pas encore finis. Je vais lutter de toutes mes forces pour gagner mon dernier combat. La maladie de Charcot ou SLA. Sclérose latérale amyotrophique. Combattre. Oui, mais d'abord comment identifier l'adversaire? Sournois et mystérieux, le mal fut découvert il y a plus de 100 ans en 1869 par Jean-Martin Charcot, célèbre neurologue. L'évocation de ce nom suscite en moi un sentiment ambivalent, entretenu par des associations aux connotations opposées. Une collusion entre amour et haine en découle naturellement. Charcot associé spontanément à des destinations lointaines. Les Sables d'Olonne, notre terre d'adoption, n'est-elle pas elle-même ville symbole du voyage et de l'aventure avec son Vendée Globe? Ajoutez à cela cette étrange coïncidence en évoquant le nom du premier restaurant que j'y ai fréquenté, le Charcot. Mais c'est aussi là que j'ai contracté une maladie mortelle. Maladie certes identifiée, mais non guérissable pour l'instant. Et puis d'autres coïncidences surgissent. Charcot, ce neurologue de si grande renommée, n'a-t-il pas été le chef de file de l'école de la Salpêtrière? Hôpital où je suis actuellement suivi, dans le service du même nom? Les premiers symptômes de la maladie y sont apparus, après une intervention chirurgicale dans le même groupe hospitalier baptisé également Pitié. Pitié que je ne revendique pas pour autant. On sait par ailleurs que Sigmund Freud, auquel ma pratique de la psychologie clinique emprunte tant de concepts, fut disciple de Jean-Martin Charcot. Alfred Binet, créateur du premier test d'intelligence dont je me suis si souvent servi dans ma pratique de psychologue scolaire, fut lui-même un autre disciple de Charcot. Ces associations presque libres contribuent à canaliser mon angoisse. 3. Hasard et destin mériteraient d'alimenter quelques réflexions métaphysiques dans un nouvel ouvrage. C'est donc bien le docteur Charcot qui a identifié la maladie dont je souffre actuellement. Celle-ci est aussi appelée sclérose latérale amyotrophique, SLA. Elle peut être définie scientifiquement comme suit. D'après l'encyclopédie scientifique Wikipédia, c'est une maladie neurologique assez fréquente, de cause inconnue, de pronostic sombre. Elle concerne les deux sexes. Son incidence augmente avec l'âge, à partir de 40 ans. Anatomiquement, elle est due à une dégénérescence des neurones moteurs du cortex cérébral et de la corne antérieure de la moelle épinière, associée à une destruction du faisceau pyramidal et du faisceau géniculé. Cette pathologie comprend deux principales formes cliniques. Une, dite spinale, débutant à la distalité des membres, et une autre, dite bulbaire, concernant environ un cinquième des cas, atteignant d'abord les territoires d'innervation bulbaire, déglutition, phonation, motricité de la langue. Dans chacun de deux cas, la symptomatologie initiale se manifeste par la coexistence de troubles moteurs centraux, syndrome pyramidal, hyperréflexie, spasticité et d'atteintes neurogènes périphériques, fasciculation, crampes, perte de force musculaire, fonte musculaire, amyotrophie. Il n'existe aucun trouble sensitif dans cette maladie dont l'évolution est capricieuse. Elle peut s'étendre de quelques mois à plusieurs années, la durée moyenne étant inférieure à 4 ans. La maladie se caractérise par une paralysie d'installation progressive, accompagnée d'amyotrophie. L'atteinte de la fonction respiratoire conditionne généralement le pronostic. Le professeur Vincent Méninger, neurologue, spécialiste de la SLA à la Salpêtrière, assure mon suivi médical. Au cours d'une interview enregistrée le 6 septembre 2001, il déclarait qu'il n'y avait pas de profil évolutif type, mais qu'on pouvait cependant individualiser 4 groupes de patients. 25% d'hyper-évolutifs dont la médiane de survie est de 9 mois. 25% de très évolutifs, avec une médiane de survie de 18 mois. 25% de beaucoup moins évolutifs, dont la médiane se situe entre 5 et 8 ans. 25% de peu évolutifs qui survivent plus de 10 ans. L'éminent spécialiste ajoutait alors qu'il était probable, possible et souhaitable, que d'ici 10 ans, on soit capable de stopper l'évolution de la maladie dans 50% des cas. Qu'en est-il 8 ans plus tard, en septembre 2009, au moment où j'écris ces lignes? Les chapitres qui suivront vont tenter d'apporter quelques éclaircissements
alimentée par des réflexions personnelles. L'histoire de la maladie ne peut évidemment que s'inscrire dans l'histoire individuelle. Histoire. Les grandes étapes de la vie personnelle. Retour à l'enfance. Voyage régressif incertain dans le temps et l'espace, qui permettrait de mieux comprendre l'organisation de la personnalité, tant en période de crise qu'en phase d'équilibre. La perspective psychogénétique permet d'étudier le développement de la personne. Est alors privilégié ce qui fonde la valorisation de soi et le sentiment identitaire, chaque individu se reconnaissant à la fois unique et semblable aux autres. Deux concepts psychanalytiques s'avèrent utiles à la compréhension des mécanismes psychologiques en jeu. Celui d'élaboration défensive, majeur en psychologie clinique, implique une recherche profonde, plus ou moins consciente, des souvenirs agréables ou au contraire douloureux qui émaillent notre histoire. Les représentations et les affects ainsi réactivés permettent souvent de canaliser l'angoisse sous-jacente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.